Pression, moi non plus, de mon côté, ça voilà. Bonjour Allez, Anaïs, bah, bienvenue dans ce sommet, pour, bah, qu'on puisse, échanger ensemble sur, la médiation animale parce qu'aujourd'hui c'est quand même une thématique, on va dire d'actualité. Tout le monde, a envie de faire ça. Donc ouais, bah, j'ai le plaisir de t'accueillir et qu'on puisse passer un petit moment ensemble, 30-40 minutes à peu près. allez, Le temps que tu nous racontes un petit peu ton parcours, comment tu en es venue à faire la médiation animale. Du coup, ouais. c'est ma première question, donc Mmh. je te OK. laisse. Bah, du coup, tout a commencé moi, j'ai fait une, fac de sport, donc en activité physique adaptée, très exactement. Donc je travaille déjà dans le milieu, de l'accompagnement de la personne, fragilisée au travers du sport. Toujours passionnée par les animaux, ça fait plus de 20 ans que je suis cavalière. J'ai toujours eu des animaux dans mon entourage, c'est par le biais d'un stage en équithérapie que j'ai découvert les bienfaits des animaux, lors des accompagnements. Et du coup, j'ai voulu un peu agrandir ma vision des choses avec les plus petits animaux de compagnie, chiens, chats et nacs. Et je suis partie me former au Canada parce que là-bas, du coup, c'est une profession quand même très reconnue avec plusieurs écoles, même au niveau de l'État, qui sont subventionnées et qui ont plusieurs années d'avance sur ce qu'on peut trouver en France. Donc, je suis partie de là-bas me former pendant 6 mois et je suis revenue avec l'envie de ramener ça ici et de commencer mon projet en France. OK. Comment ça s'est passé la formation là-bas au Canada? Qu'on puisse, un peu échanger là-dessus parce que, bah, il y a Ouais. beaucoup de monde, qui me disent: «Oui, on va se former ailleurs» et cetera. Voilà, tu peux nous raconter ton parcours là-bas pendant 6 mois? Ouais, bah, en fait, c'est vraiment très enrichissant parce qu'ils ont une manière de voir les choses, complètement, différente de la France dans le sens où, la prise en charge là-bas est très, très globale. Déjà la zoothérapie, elle est connue par, tous, enfin le mot zoothérapie ou médiation animale, donc là-bas on utilise plutôt le mot zoothérapie pour le coup, enfin tout le monde, sait ce que c'est, tout le monde sait de quoi ça parle. Il y en a presque dans chaque maison de retraite, chaque établissement de soins. Donc ça fait vraiment partie de l'accompagnement, à la personne, dans sa globalité et c'est contrairement à la France, pas perçu comme, simplement une animation, sympa, ou alors, ce qu'on peut retrouver souvent en mode, le chien cirque, qui est au milieu, qui fait des tours et voilà. C'est vraiment ça fait partie, d'un suivi et d'un accompagnement presque, paramédical, au Canada en tout cas et du coup, voilà, une approche très globale avec des personnes qui ont toutes des backgrounds dans le paramédical, donc que ce soit, psychologue ou, là-bas on appelle ça en relation d'aide. C'est quand même super intéressant de voir comment ils fonctionnent, ailleurs et de pouvoir faire après le comparatif en France avec ce qui est déjà mis en place, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire, je pense. Oui, oui, oui. Du coup, du coup, au Canada, ils ont tous, fait des études plutôt, médicales, Ouais, pour ouais, après, partir en zoothérapie, c'est ça? c'est ça, dans toutes les formations, c'est le prérequis, c'est d'avoir, un background dans le paramédical ou dans la relation d'aide, enfin dans l'accompagnement à la personne, pour qu'on puisse vraiment connaître les personnes que l'on encadre, et les pathologies et les différents besoins, enfin les besoins spécifiques de chaque personne. Donc c'est vraiment des prérequis et après il existe, comment dire? Une formation spécifique qui est reconnue au niveau de l'État, qui est en fait un diplôme universitaire, mais seulement le week-end, ce qui est sur 2 ans, il me semble. D'accord. Et puis après, il y a une corporation des zoothérapeutes du Québec, ma petite fille derrière. Corporation des zoothérapeutes du Québec qui, elle, permet en fait de regrouper comme des professions libérales, en fait, de faire un ordre des zoothérapeutes pour un peu structurer le métier. Et je pense que c'est ce qui manque en France aujourd'hui pour nous aider à être reconnus. Ouais, bah, je discutais hier avec, Carole Thomas qui est, présidente, du Synpact et elle disait que voilà, aujourd'hui, tous ces syndicats et cetera œuvrent pour nous, mais qu'aujourd'hui, bah, on n'est pas assez nombreux de professionnels, Ah, ok. justement, pour arriver à avoir cette reconnaissance et Mhm. pas avoir ouais, une emprise de l'État ou qui réglemente, en fait, trop strictement les choses donc voilà. C'est vrai qu'en Mhm. France, le marché est en train de se structurer donc bah, on voit,
on voit les traverses et on voit aussi un marché qui est différent, par rapport à chaque personne. Ma question est aujourd'hui, bah, comment tu pratiques avec quels animaux, du coup? Alors du coup, aujourd'hui, je pratique à mon compte, donc je me suis mis en auto-entrepreneur et du coup, je suis partie au Canada avec mon chat, faut savoir, qui elle m'accompagne depuis le début. Donc elle est vraiment, parfaite dans ce job-là. Elle a appris à en même temps que moi quand on est partis ensemble. Donc c'est elle, disons, mon animal de médiation principal et puis par la suite, j'ai adopté du coup ma chienne qu'on a vu passer tout à l'heure et j'interviens aussi avec des lapins. D'accord. La Voilà. différence entre le chien et le lapin et le cheval, le gros cheval, enfin voilà, qu'est-ce que tu Heu, toi qui es ouais, cavalière, bah, du coup, alors, forcément le cheval, moi j'adore parce que c'est un peu, mon animal de cœur, étant donné que je monte depuis longtemps. Mais pour des problèmes logistiques, je trouve ça quand même plus facile d'encadrer, enfin d'intervenir avec des chats et des chiens. Mon chat, ça fait 7 ans que je l'ai eu toute petite, donc c'est vrai que je la connais vraiment très, très bien. Ma chienne, elle est encore, en fin de formation là, elle a bientôt 1 an, que j'ai adoptée dans l'optique de faire de la médiation aussi. Donc c'est un parti pris, qu'on prend pas forcément en compte, quand on se lance dans le métier, d'avoir plusieurs animaux pour pouvoir travailler, presque sur un temps plein et pas fatiguer, toute la meute. Et de prendre le risque que si l'animal au final n'est pas fait pour ça, bah, ça reste notre animal de compagnie avant d'être un animal de thérapie. Et les personnes qui se lancent là-dedans, il faut vraiment les avertir sur ça, je pense. ouais, 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 bah, tu peux développer si tu veux. Enfin, je pense qu'on est là aussi pour avertir que, ben, t Ouais, ouais, les animaux choisissent aussi d'être, thérapeutes, quoi, donc c'est c'est ça. c'est pas à nous de leur imposer ça, quoi, donc Exactement. Donc, pour mon chat, ça a été plutôt évident parce qu'elle a un caractère, ultra docile, elle adore les câlins, donc elle est pas très joueuse, donc voilà, c'est son défaut, mais ça permet aussi de lancer le sujet de conversation. Tous les défauts sont exploitables, il y a aucun animal qui sera parfait. On se pose souvent la question de l'éducation, et tout ça, mais en fait, un chien bien dans ses pattes, sociabilisé au maximum, pas réactif et puis si au final on se rend compte que ça lui plaît pas, bah, malheureusement, tant pis. ouais, bah, ouais, ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est que tu dis que voilà la sociabilisation est importante et c'est vrai que moi Ouais, je dis toujours ça que vaut mieux, 1000 sociabilisations qu'1 éducation. Heu, complètement. Ouais, très donc belle phrase. ouais, je te rejoins là-dessus. Enfin, je pense que voilà, dès petits et on peut, les emmener et leur montrer et c'est à eux de nous dire s'ils sont OK avec ça donc C'est ouais. ça, exactement. Donc là, on arrive presque à la fin, de la formation initiale de ma chaîne, donc je peux faire un peu déjà, le comparatif entre ce que j'attendais d'elle au début et ce qu'elle arrive à me donner aujourd'hui. Je pense qu'on a sociabilisé à beaucoup de choses. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas, les fauteuils roulants, les cannes, les ascenseurs, le caddie qu'on prend avec tout notre matériel, donc ça, c'est quand même, la base de la désensibilisation et puis après, ils ont tous leur personnalité et il faut surtout pas essayer de gommer ça. Enfin, je trouve que c'est ultra enrichissant de garder chaque animal comme il est et de travailler sur ça comme nous, on a notre personnalité, notre manière de s'exprimer, ben, eux aussi. Et c'est ça qui fait toute la richesse de ce métier-là. C'est ça. Hem, tu parlais justement de ouais, de garder leur caractère. Moi, j'apparente ça aussi à leur bien-être à eux. Mmh. Aujourd'hui, on voit beaucoup de dérives sur les animaux qui vont en institution où les intervenants font pas forcément attention à leur bien-être. Comment toi, tu pratiques aujourd'hui avec tes animaux? C'est quoi leur rythme de travail et cetera? Alors, franchement, ils travaillent pas tant que ça. J'essaye de beaucoup tourner entre mes différents animaux. Bon, forcément, en fonction du public, il y a des publics, je sais que le chien sera pas du tout adapté, par exemple. J'essaye de pas les faire travailler plus de 2 fois par semaine, sur des créneaux, réduits. Donc par exemple, sur une séance d'1 heure, l'animal ne va pas être en interaction directe pendant 1 heure. Ouais. Donc peut-être qu'on va venir exploiter une demi heure par-ci, une demi heure par-là, mais grand maximum et puis après par la suite, c'est des exercices qui sont mis, interposés entre l'animal et le bénéficiaire, avec la thématique de l'animal, mais sans impliquer l'animal directement.
et c'est là où l'intervenant prend toute sa place et qu'on est très loin de la calinothérapie, de la ronron-thérapie. C'est si l'intervenant n'était pas là, il ne se passerait rien. Ouais, beh, oui, non, mais c'est ça, on a notre utilité aussi, ça c'est sûr. Donc toi, tu interviens en institution, c'est ça? C'est C'est ça. Alors alors je fais de l'institution et du particulier, donc pour des familles proches aidantes qui demandent, pour des personnes, fragilisées par exemple, et après en institution, donc dans des MAS, des maisons d'accueil spécialisées, et dans des EHPAD, maisons de retraite, plutôt classiques. OK. Et c'est perçu comment aujourd'hui dans tout ce de cette toute cette population en fait, Ouais, bah, il y a toujours des personnes qui sont surprises, de nous voir arriver, et qui du coup se jettent un peu sur les animaux comme une bouffée d'air frais dans leur quotidien. C'est tout cet engouement qu'il faut laisser venir parce que forcément pour les personnes, c'est ultra valorisant, et puis au fur et à mesure de la séance, on va venir expliquer que l'animal, on peut pas, venir l'appeler tout le temps, et puis pour ces personnes-là, ça permet aussi de refaire surgir des souvenirs. Ces personnes-là, elles ont toujours vécu avec des animaux, dans des fermes, elles peuvent nous parler de leur passé, de leur expérience, et on vient stimuler le sensoriel par le toucher, l'interaction visuelle, et les personnes après discutent entre elles: «Ah toi ton chien était comment?» et «Moi mon chien c'était un chien de chasse, il était blanc», voilà, tous ces souvenirs enfouis, en fait, on vient, les réveiller avec les animaux, et on vient créer une connexion avec l'animal, mais aussi un lien social. Les gens parlent plus entre eux, en fait, quand ils sont isolés, et l'animal permet de recréer le lien entre chaque bénéficiaire, entre chaque résident. ouais. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on imaginerait, dans une maison de retraite et cetera, ils sont quand même regroupés entre eux, C'est mais ça? ouais, ils se parlent pas donc c'est là où on voit que l'animal amène cette sociabilisation Mmh et mh. que ouais, l'animal est un animal qui est resté sociable et nous en tant qu'humains, on s'est un peu désociabilisés. Oui, complètement, complètement, c'est ça, et puis après au détour des exercices qu'on met en place, on peut venir ou non, solliciter ça encore plus avec des jeux d'entraide et des choses comme ça. Après je vois, il y a par exemple certaines personnes qui sont particulièrement sensibles au bruit. Le fait de vivre en communauté toute la journée, c'est comme nous quand on part aux vacances avec nos amis, c'est super, et au bout d'un moment on en a marre. Et ben ces personnes-là, du coup, ça leur fait du bien aussi de se retrouver avec un lien privilégié avec l'animal, on va plutôt les prendre en séance individuelle et travailler sur l'apaisement. Tout le champ des possibles, tous les thèmes abordés, ça peut être très vaste, et c'est en fonction de chaque besoin de chaque personne. Ça diversifie beaucoup le métier. Ouais, sympa. Du coup, tu prépares tes séances? Comment ça se passe? C'est ça, je prépare mes séances en amont, donc en fonction, des thèmes et des objectifs qu'on aborde et qu'on a envie d'atteindre avec, l'équipe pédagogique, qui nous entoure, parce que c'est très important aussi au niveau, pluridisciplinaire, étant donné qu'on travaille souvent seul, c'est important de recentrer des objectifs, lors des ateliers thérapeutiques. Donc je prépare en séance en amont mes séances, et puis après, voilà, j'interviens sur place avec mes animaux, donc soit en séance individuelle, soit en séance de groupe, en fonction, de la journée. OK. J'imagine que tu laisses une part, enfin, c'est préparé, mais tu laisses une part de vécu aussi aux personnes. Il y a des fois où tu as préparé, puis ça se passe pas comme tu avais préparé, j'imagine? Complètement. L'adaptabilité, c'est vraiment le maître mot, ça on l'apprend à la fac de sport aussi, c'est Ouais. pareil, c'est là où ça les 2 métiers se rejoignent un petit peu. On travaille avec de l'humain et avec des animaux, il y a une très, très grande, part d'improvisation, et puis, d'échange en fait. Oui, on prépare des exercices comme support, mais, on dérive souvent, sur des souvenirs, et des émotions qui ressurgissent, et on laisse tout ça venir, et c'est OK. Ouais, bah, ouais. Du coup, tu travailles donc avec, différents, pôles de métier aussi? Donc, Ah oui, j'imagine que tu travailles avec des psychologues, des choses comme ça? ouais, Comment c'est est ça. perçu notre métier aujourd'hui par rapport à cette partie un peu plus médicale, on va dire? Parce que, comme tu le disais, voilà, au Canada, c'est vrai que, bah, c'est déjà des personnes médicales qui mettent de la zoothérapie dans les Mmh. structures. Nous, en France, c'est un peu différent, c'est-à-dire que
on n'est pas obligé d'avoir du médical pour pouvoir faire, de la thérapie par l'animal donc voilà, comment c'est perçu? Comment c'est vu? Bah, forcément, les personnes qui font appel à moi, elles connaissent déjà un petit peu, la médiation animale. Donc on part déjà sur, il y a une barrière des a priori qui est levée. Donc c'est quand même plus facile pour s'introduire dans ces établissements-là. Mais c'est vrai que par la suite, quand on doit rendre des comptes rendus ou des évaluations, des choses comme ça, ces personnes-là, elles sont souvent surprises de la pertinence de ce qu'on peut voir. Elles s'attendent pas à autant de retours, à autant de «Oh, les gens sont tellement différents en séance, qu'ils le sont dans leur quotidien». Et c'est intéressant d'avoir des retours, à propos des bénéficiaires en dehors de leur quotidien. Et en fait, ça permet d'enrichir, la base de données, que ce soit pour les ergots, que ce soit pour les psychologues également. Ça peut donner des comment dire? Des clés en fait, pour atteindre des souvenirs, travailler la mémorisation. En fait, on fait la passerelle entre ce qui est fait en amont avec, les psychologues ou les ergots et le quotidien, en mettant en place des exercices, pour jongler entre les 2, entre le vécu et il y a une mouche. Pour jongler entre le vécu et les objectifs, à atteindre. Mmh. Ouais et puis je pense qu'on n'a pas cette barrière de nous, on n'a pas la blouse blanche, tu vois? C'est, C'est ça, oui, tout à fait. donc du coup, en fait, voilà, il se confie plus à nous. Je me rappelle, j'ai une élève qui m'appelle un jour et puis qui me dit: «Noélie, on vient de me dire quelque chose, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois pas appeler le psy et tout?» et elle appelle le psy et le psy lui dit: «Mais moi, il m'a jamais parlé de ça». Mmh, Voilà mmh, et je pense qu'on a aussi cette faculté-là et c'est là où c'est important en tous les cas dans ce que tu dis et dans tous les intervenants en fait qui vont être sur ce sommet, quasiment tous disent que voilà, on se doit d'acquérir des compétences aussi, thérapeutiques, heu, complètement. pour bien comprendre en fait cette psychologie de l'humain qui est primordiale donc c'est vrai que c'est important de se former. Complètement et puis, on a vraiment un rôle, au-delà de l'animation, ces personnes-là, c'est des personnes qui ont des besoins spécifiques. On peut pas les traiter comme, notre copine ou, il y a un rôle à tenir et en même temps, le lien thérapeutique qui se crée est tellement fort grâce à l'animal que les personnes, c'est vrai, elles ont tout de suite confiance en nous et c'est un lien un petit peu plus proche que celui du médical. Justement parce qu'on n'a pas cette blouse et qu'on est là un peu comme un membre de la famille, en fait et on vient avec le chien et en même temps, dans notre inconscient, on sait qu'on a des choses à travailler et on fait la passerelle entre ces 2 mondes-là et c'est important de connaître les personnes avec qui on intervient et de connaître nos animaux aussi. Donc on a les 2 parties, on doit jongler avec tout ça. C'est ça, c'est ça. Hier ou avant-hier, je sais plus, on disait qu'en fait on est un métier avec 3 métiers à l'intérieur, c'est ce qu'on disait. Ouais, exactement. Donc on a beaucoup de casquettes à apprendre avant de avant de pouvoir le faire. Heu, Ouais. tu, du coup, tu disais que tu étais entrepreneuse. Comment ça se passe pour toi? Parce que, ben, il faut quand même se le dire, aujourd'hui, être zoothérapeute, intervenant en médiation équine ou animale, peu importe, c'est quand même 90 des gens qui sont auto-entrepreneurs ou en tous les cas en individuel. Heu, Mmh. souvent les gens voient ça comme, un rêve et une liberté et je sais pas trop quoi d'ailleurs, mais voilà, ce qu'ils ont comme rêve là-dessus. Mais, enfin, pas comment ça se passe pour toi, mais je sais que voilà, des fois on peut pas attendre notre salaire à la fin du mois et il faut qu'on aille le chercher et ça peut être dur. Donc, Ouais. comment tu définirais ça? Par quoi tu es passée? Si tu as envie de nous dévoiler tout ça. Ouais, alors pour moi, c'était la première fois en plus dans l'auto-entrepreneuriat, donc je me suis vraiment, plongée, tête la première dans ça, et en fait, le monde salarial ne me convenait pas, c'était vraiment, de la zoothérapie ou rien. D'accord. Donc voilà, au début, j'ai quand même eu un petit backup en gardant, mon deuxième emploi à côté au cas où et puis, en fait, c'était quand même beaucoup de démarchage, je travaillais énormément à côté sur les réseaux sociaux, après la création de sites internet, franchement, il faut être community manager, en même temps, il faut faire du marketing. Non, non, c'est vraiment très, très complet et c'est ce que j'aime beaucoup, prendre les choses en main, c'est ça que j'aime. Et puis, en fait, je pense que, l'avenir de notre métier dépend de,
démystifier tout ça, de faire connaître au grand public qu'est-ce que c'est et ne plus avoir besoin de dire: «Je suis zoothérapeute, je fais ça» et de devoir expliquer qu'est-ce qu'on fait derrière. Je me souviens que ma formatrice au Canada m'avait dit: «Ce qu'il faut travailler en priorité, c'est la phrase d'accroche pour pouvoir présenter notre métier en quelques mots, parce que pour les gens qui ne savent pas, il faut tout de suite que: "Ah oui, OK, d'accord, c'est ça"». Donc j'ai beaucoup bossé sur ça, dans l'image commun, qu'est-ce que c'est la zoothérapie et de quoi je veux me rapprocher et de quoi je ne veux à quoi je ne veux pas ressembler. Donc beaucoup de démarchage, beaucoup d'explications, à mes différents partenaires sur ce en quoi ça consiste, devoir se justifier encore. Ouais. Et puis après, on peut, diversifier, donc nos services. On fait du enfin, je fais du pet sitting, des promenades, dog walking, donc tout ce qui est en rapport avec les animaux quand même, étant donné qu'on a des quand même des connaissances, animalières approfondies, la CACED, donc voilà. Tu as d'abord commencé vraiment 100 zoothérapie et après tu t'es diversifiée? Voilà, exactement. J'ai fait 100 zoothérapie. J'ai vu que j'avais quand même enfin, ça demande quand même pas mal de travail en amont sur la prépa de séance. Ouais, Donc très rapidement, j'ai lâché mon salariat pour me consacrer à 100 et vraiment, me donner à fond, me donner, l'opportunité de m'investir à 300 dans le projet et quand j'ai vu, bah, déjà, j'ai pas une grande meute, donc je peux pas travailler en 35 heures avec, mes animaux, donc il fallait quand même que je me diversifie en les laissant, se reposer parce qu'elle aime beaucoup ça. Et donc du coup, je me suis proposée à faire du pet sitting et il y a énormément de demandes dans le coin en plus, donc c'était parfait. OK, cool. Tu pas eu peur de lâcher ton travail de salarié? Non, alors parce que je me connais et je sais comment je travaille, c'est que si j'ai un backup, et un tapis de sécurité, je le ferai jamais à 100. Donc je me suis lâchée parce que j'avais les conditions qui me permettent mais c'était soit je faisais ça, soit je trouvais un travail alimentaire et je voulais vraiment faire ça. Donc je me suis donné l'opportunité et les op de le faire à 300 et ça a marché. Après je pense qu'il y a un gros facteur chance également, dans ma région, on est encore très peu à le faire, ce qui me permet d'avoir, presque le monopole, au niveau du secteur, donc Ouais. Tu vers où toi, déjà? dans le Pays basque, D'accord, OK. voilà. OK, OK. Ouais, 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 après je pense qu'aujourd'hui c'est ce que tu disais, c'est comment on communique, comment on Mmh, dit les choses. Hier on disait, enfin hier et avant-hier, on disait que voilà, c'était très important de vraiment dire ce qu'on faisait, ouais, que qu'il y a plusieurs intervenants en médiation animale, mais que personne fait la même chose, donc complètement. enfin, je pense qu'il y a pas de concurrence en fait, si on regarde bien. Et puis ce que disait, ta formatrice, de voilà, de bien choisir ce qu'on veut faire et cetera, Ouais, tout à fait. pour moi, c'est la base en fait, c'est ce que j'enseigne aussi et ouais, je pense qu'on devrait passer du temps, je sais pas combien de temps toi tu as passé là-dessus, mais moi je me rappelle, j'ai passé beaucoup de temps, peut-être 1 an, 2 ans à définir les choses, à redéfinir, enfin, voilà, c'est Ouais, ouais. Ben au niveau du et puis au final, les gens nous trouvent comme ça. Enfin aujourd'hui, c'est grâce aux réseaux sociaux, donc on a beau faire un métier en connexion avec la nature, déconnecté un peu de tout ça, ouais. heu, les les codes de la société veulent que, notre clientèle, on la trouve comme ça et il faut avoir une visibilité. Aujourd'hui, ça doit faire partie intégrante de notre métier, qu'on le veuille ou non et il faut jouer avec ces codes-là. Je pense que c'est dans l'air du temps. Ouais, après, je pense que tu as à peu près le même âge que moi quoi, aux alentours de 30-35 donc c'est notre, c'est enfin on est né enfin on n'est pas né avec, mais voilà, on a dès l'adolescence, on a été mis dans le bain donc c'est vrai que c'est peut-être plus facile pour nous que quelqu'un qui a 50-60 quoi, C'est sûr, c'est sûr. je pense. Hem, Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui veut s'installer, ou qui veut faire ce métier-là? Mmh. Bon, je sais que c'est assez controversé au niveau, des études, qu'il faut faire avant.
je pense quand même qu'une connaissance dans le public qu'on encadre, c'est quand même essentiel. Et il y a beaucoup de personnes qui sont là en mode: «J'aurais jamais fait ça, je viens de je sais pas, de l'animation, j'aime les animaux, OK, mais je maintenant, j'ai un petit peu d'expérience et je vois quand même que j'encadre, enfin, j'interviens avec des personnes comme quand même des pathologies assez lourdes. Je me verrais pas du tout intervenir alors que je connais pas du tout mon public. Enfin, c'est vraiment des gens qui ont trop des besoins spécifiques et je suis très, très contente, d'avoir eu des études en rapport avec ça, sinon j'en serais pas capable. Donc déjà, se former avec le public avec lequel on intervient. Si on n'intervient pas avec tous les publics parce qu'on se sent pas forcément à l'aise, c'est OK aussi. Moi, je sais que je fais très peu d'enfants parce que c'est pas forcément ma tasse de thé. À contrario, j'adore les personnes âgées, les personnes polyhandicapées, j'adore ça. Beh, je vais me cibler plus sur ça et c'est pas grave de pas faire tout. Hem, c'est aussi important de valoriser notre métier, ne pas se brader, de qu'on a considéré notre métier nous-mêmes, pour que les autres puissent le considérer également. Et les animaux qu'on adopte, ce sont des animaux de compagnie avant d'être nos animaux de thérapie. Donc c'est pas comme un ordinateur, s'il ne fonctionne pas, on ne peut pas s'en débarrasser. Donc avoir un plan de secours si jamais ça foire. Ouais, Si jamais nos animaux sont pas OK, ben trouver autre chose, une alternative, mais on peut pas les forcer et ça, je pense bon, c'est une réalité, c'est difficile à accepter, je peux le concevoir, mais il y a aujourd'hui, certaines entreprises qui mettent à disposition enfin, en tout cas au Canada, mais c'était une entreprise qui mettait à disposition des animaux pour que les intervenants puissent aller avec, chez les différents bénéficiaires en respectant toujours le nombre d'heures de travail des animaux, mais ça permet d'avoir des animaux adéquats pour chaque population, pour chaque public, sans forcément avoir la responsabilité d'en avoir à la maison. Donc, ouais, je pense que c'est une option pertinente. Euh, mais oui, après, il faut se lancer et puis, ouais, c'est vraiment un métier passion, je pense. C'est un travail de tous les jours. L'éducation, c'est depuis tout petit jusqu'à l'âge adulte. Il n'y a rien qui est jamais vraiment acquis. Si les animaux se blessent, on ne peut pas travailler. Si on se blesse nous, on ne peut pas travailler non plus. Donc, c'est travailler avec le vivant. C'est toujours beaucoup de contraintes, mais ça apporte en contrepartie beaucoup de joie, je pense. c'est ça. Ouais, c'est beau ce que tu dis et je pense que tu as tout à fait raison. C'est que, voilà, il faut prendre conscience de toutes les contraintes et arrêter de fabuler sur ce métier. Ah, complètement. C'est tout le monde croit que c'est le monde des bisounours, mais pas du tout, hein, c'est compliqué. On travaille avec du vivant, comme tu l'as dit et en plus, on travaille avec, les 2 côtés du vivant, tu vois? Enfin, donc du coup, Mm. c'est voilà, on a les 2 côtés, quoi. C'est ça. Bah, Sur déjà qu'en tant que chef d'entreprise, on part pas souvent en vacances, mais avec des animaux, alors encore moins. Donc voilà, à prendre en compte aussi. c'est ça. Ouais et puis il faut se dire que voilà, tous les mois, c'est pas le même salaire, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des fois, on a des contrats et des fois, il y a des on perd les contrats. Heu, Complètement. enfin voilà, c'est comme tu disais parce que toi, tu l'as senti que tu pouvais le faire, mais je pense que c'est pas à la portée de tout le monde d'être chef d'entreprise Bien et sûr. il faut en être OK avec ça, en fait, aussi Ouais, c'est et ça. voilà. En France, on a pas beaucoup de salariés, en tant qu'intervenants, en Ouais. médiation animale, donc il faut aussi que ça soit une réalité, que les gens le comprennent et le conçoivent, quoi. C'est vrai Ouais. qu'au Canada, ça se fait quand même pas mal. Enfin, être zoothérapeute en salariat, en tout cas de plus en plus, notamment dans les fermes pédagogiques, même certaines entreprises, donc comme j'expliquais tout à l'heure, qui prêtent les animaux pour aller chez les bénéficiaires. Mais c'est vrai qu'en France, ça manque encore. Après, je pense que ça tend à devenir comme ça de plus en plus. Enfin, en tout cas, je vois passer certaines annonces pour du salariat, notamment des fermes pédagogiques, des choses comme ça. Donc, encore une fois, je pense que tout dépend de la connaissance du métier au grand public. Et je pense que dans les années à venir, on sera de plus en plus nombreux ou nombreuses et on va copier sur les pays qui sont déjà, eux, très développés, la Suisse, la Belgique, le Canada, qui sont un petit peu plus en avance sur nous que nous sur ça. Ouais, en Belgique, tu vois, j'enseigne de temps en temps en Belgique et ils sont pas
C'est Ah moins ouais? que nous. Ouais, Belgique OK, un petit peu moins que nous et même sur le bien-être animal, alors ils ont c'est très marrant. C'est très marrant OK, parce ils ont des règles draconiennes, ouais, pas surtout en équin, je parle, tu vois? Par exemple, là, ils ont fait passer une loi où, si tu fais, faut que tu fasses, 10 du poids du cheval pour monter à cheval, sinon tu le montes pas, enfin, tu vois? Des choses comme ça. Ouais, OK. c'est un peu, draconien. Mais en contrepartie, tu as encore enfin moi j'ai vu des lieux où tu as, 20 chevaux dans 5 000 m² quoi, et tu es là, Ouais. voilà. Donc voilà et puis, j'ai des élèves aussi, ouais, en Belgique et puis elles pourront le dire, j'espère qu'un jour elles pourront témoigner, mais, à part, heu, à part la fac là-bas, tu as pas trop de formation et Ah ouais, ouais et la fac en fait, c'est sélectionné et c'est que de la théorie, il y a pas de pratique. Ils ont zéro c'est pratique. ça. Je pense que ça manque beaucoup aussi dans les formations, même françaises. Ouais, Il y a quand même très peu de formations qui proposent, des journées, découvertes vraiment, au cœur du métier. Ça reste beaucoup de la théorie et on jette comme ça, les élèves, dans mmh, le néant de l'entrepreneuriat, enfin, mmh. ça manque un peu de terrain et en plus, on travaille que sur du terrain donc Bah, c'est oui, vraiment la base. ouais. Toi, au Canada, du coup, vous aviez du terrain pendant la formation? On a eu du terrain, on a eu des journées, alors sur ferme pédagogique, pour voir, vraiment comment ça se passait. Heu, donc oui, après des mises en situation, entre les élèves, entre Ouais, les et puis oui, oui, on a eu du terrain, beaucoup de théories aussi quand même, sur le bien-être animal, l'accompagnement, les exercices à mettre en place aussi, heu, parce que créer le lien entre, notre objectif et l'animal, c'est pas toujours facile, il faut avoir beaucoup d'idées et ouais. ça, on n'en parle pas aussi, c'est que enfin, le niveau de créa en tant que zoothérapeute est ultra élevé. Je passe mes journées à que parfois mes amis me voient, je suis en train de coller des petits trucs, de découper. Je «Oui, oui, je travaille en fait, ça se voit pas tout de suite, mais voilà, ça fait partie du taf aussi, on n'en parle pas et c'est un côté que j'aime beaucoup en plus, donc Ouais, 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 mais je pense qu'il faut être des grands créateurs en tant qu'intervenant en et éducation animale. ouais, complètement, on n'en parle pas assez. Et ouais, c'est ce que tu disais, faut expérimenter, en fait. Faut aller expérimenter ses créations. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Complètement, ouais, des fois c'est un flop total et c'est là où il faut du coup avoir cette adaptabilité et rebondir avec autre chose, ouais, complètement. C'est ça. Mais c'est vrai que enfin, moi, je le vois pendant les formations. Donc moi, j'ai une formation sur 2 ans, donc tu vois, c'est une grosse formation et ouais, je dis à mes élèves: «Mais allez expérimenter, même quand je suis pas là, Mmh prenez mh. quelqu'un de votre famille, allez-y». C'est ça, j'ai eu des cobayes tout autour de moi à tester mes jeux. Mais bon, après avec les bénéficiaires, parfois on se dit, «Mais ça va être beaucoup trop facile» et au final, non, c'est juste le bon niveau, on s'en rend pas compte. C'est ça. C'est très instinctif aussi, on peut dire, Oui, 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 complètement et puis, connaître notre public, c'est vrai qu'on a toujours une phase d'adaptation, on a des premières séances, pas top top et puis au final, on commence à apprendre les personnes qu'on encadre et ça va de mieux en mieux à ce moment-là. c'est ça. Tout à fait. Si on peut dire un petit mot du marché financier aujourd'hui de la médiation animale parce qu'on voit quand même des gens qui cassent le marché, on peut dire ça comme ça. Ouais, Tu ouais. en penses quoi, toi, aujourd'hui, de ça? Beh, ces personnes-là prennent, les opportunités, où il y en a, et ils ont un chien qui aime se faire caresser, et du coup, ils proposent leurs services, bénévolement dans des structures. Donc forcément, les structures, elles voient pas la différence parce que, à cause de cette méconnaissance du grand public justement et jusqu'au jour où il y a un accident et qu'il y a pas d'assurance et malheureusement, c'est tirer notre épingle du jeu et pourquoi faire appel à quelqu'un qui est assuré, qui a des qualifications, des connaissances? C'est comme dans tous les corps de métier, on parle de la zoothérapie, mais c'est comme si on fait appel à un artisan, lambda. Oui, ça coûte plus cher de faire appel à un professionnel, mais une fois qu'il y a des dommages, on se rend compte qu'en fait, c'est mieux que de rattraper les dégâts qui ont été effectués. Euh, et puis après, les objectifs sont pas du tout les mêmes. Je pense qu'on peut pas demander à une personne bénévole sans formation
de faire des comptes rendus à hauteur de ce que nous, on est capable de faire des séances aussi complexes que ce que nous, on est capable d'effectuer. Je pense que justement, ces personnes qui cassent un peu le marché aujourd'hui arrivent à surfer sur cette vague de la zoothérapie, c'est un peu une zone de flou. Donc à nous d'éclairer les consciences collectives et de faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'est réellement la zoothérapie euh, pour pouvoir tirer notre épingle du jeu. Et ces personnes-là, elles tirent avantage de cette méconnaissance-là. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça après ça va venir, je pense que le marché va s'équilibrer, il faut encore un petit peu de temps. Oui, oui, mais c'est comme dans tous les corps de métier, il y a forcément des Mmh. gens qui donnent de leur temps gratuitement. Et tant mieux, grand bien leur face et aux bénéficiaires également, je suis sûre que ça leur redonne le sourire. Mais c'est comme dans le pet sitting, il y en a aussi. C'est partout pareil. C'est à nous de nous vendre mieux euh, que les autres. Super. C'est un peu comme ça. Trop bien. Beh, écoute, on arrive à la fin de notre échange. C'était une joie de t'accueillir. Ouais, Hem, Si on tout à a un mot à dire à la fin, pour tous ceux qui nous auront regardés, qu'est-ce que tu dirais? C'est vraiment un métier passion. C'est une chance aujourd'hui de pouvoir exercer un métier qu'on aime et que si on a envie de le faire, que tout est accessible, qu'il suffit de passer les bonnes formations, de faire les bons choix, passer par les bons chemins et de se faire accompagner, de ne pas hésiter à demander à des confrères de l'aide. Je pense qu'on est trop dans la rivalité aujourd'hui et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et comme tu le disais bien tout à l'heure, on fait des métiers tellement différents. Mes séances ne ressemblent certainement pas aux tiennes. Ouais. Et, et inversement, et c'est ça qui fait la richesse de notre métier. On est toutes différentes et différents avec nos séances et nos animaux. Et c'est une richesse qu'il faut exploiter aujourd'hui. Ouais, donc s'entraider quoi, voilà. Beh, merci beaucoup et puis, beh, je mets toutes tes coordonnées sous la vidéo et cetera et elle sera diffusée et puis voilà et puis on se revoit au live avec, toutes les personnes. Trop bien, merci beaucoup. Merci à toi.